Donc alors, bonjour et bienvenue à tous à ce tant attendu round interne de l'Université d'Essex. Le jour est enfin venu de sélectionner notre représentant de L1 pour le concours de plaidoirie d'excellence qui est Horace et que j'espère vous connaissez bien d'ores et déjà. Alors je me permets d'évoquer Horace en quelques mots pour ceux qui étonnamment ne le connaîtraient pas, malgré de nombreux spams que je vous ai envoyés sur votre boîte email et qui se mélangent à ceux qui relayent les échanges entre enseignants et élèves sur la plateforme Moodle, ou tout simplement parce que vous vivez manifestement dans une grotte, ce que je n'espère pas, parce que du fait de notre chère pandémie, la connexion Internet ne doit pas être terrible pour vos cours en visio. Alors, Horace, qu'est-ce que c'est? Horace, c'est un concours de plaidoirie organisé par le bureau d'Essex de l'association du double diplôme Essex France, en partenariat avec l'association des juristes Queen Mary Sorbonne et appuyé par l'aide de la prestigieuse association des juristes franco-britanniques. Alors, comme j'ai dit précédemment, c'est un concours de plaidoirie et d'éloquence, mais il n'est pas comme l'ISIAS. En effet, il y a une subtilité. Donc, c'est un concours interuniversitaire entre tous les doubles diplômes de droit français et de common law alors existants. Alors, vous le comprendrez bien, et je pense que vous le savez pertinemment, vous êtes non seulement la crème de l'enseignement supérieur, mais aussi vous allez assister et pour certains participer au round interne menant à ce concours d'excellence que vous pourrez bien évidemment mettre en évidence sur vos CV. Alors souvenez-vous, les règles sont simples. Les élèves auront 10 minutes pour défendre leur position et 1 minute de réplique possible à la fin de la plaidoirie de leur adversaire. Le temps est compté. Il y aura 1 minute, le temps est compté. À 1 minute de la fin de la plaidoirie, vous entendrez un coup de gavel. À 30 secondes, 2 coups de gavel. Et quand les 10 minutes seront terminées, le gavel ne cessera de taper afin que vous arrêtiez de parler. Alors, un petit conseil pour ceux qui ont mis les écouteurs, je vous dirai de les enlever parce qu'il y aura quand même un petit peu de bruit. Alors, le public, bien que silencieux car muted, qui n'a pas de caméra, aura sa part à jouer dans tout ça. En effet, nous vous demandons d'applaudir, nous vous demandons de faire vos applaudissements les plus bienveillants et ils sont plus que bienvenus. Les élèves, quant à eux, débattront sans scrupule contre leur adversaire et ils devront tout donner pour convaincre notre exigeant jury. Alors, nous allons parler de ce jury et nous commençons cette deuxième session avec un jury qui est en effet à la hauteur de cet enjeu. Et je me fais une joie de les présenter et je vous demande de les applaudir sans modération, bien sûr. Alors, vous les connaissez. Ils sont là, dans les campagnes, sur les villes, sur les réseaux sociaux. Oula, pardon. Je crains avoir échangé mes fiches avec Marine Le Pen lors du dernier débat présidentiel. Oui, pardon. Revenons à nos moutons. Ah, voilà. Alors, vous les connaissez. Ils vous interrogent en télé français. Ils éclairent vos questions les plus aberrantes en droit constitutionnel. Ils exigent le meilleur de vous. Et rien que le meilleur, je vous demande d'applaudir Madame Pégorier, votre professeur de droit constitutionnel, et Monsieur Auré, pour les plus chanceux des L2, votre professeur de droit administratif. C'est assez difficile d'avoir des applaudissements quand c'est en vision. Merci Héloïse, toujours là. Alors, pour compléter ce panel impressionnant, je me fais une joie d'accueillir une personne extérieure à l'Université d'Essex qui, tout de même, pratique la langue anglaise avec brio grâce à son LLM à l'Université de Pennsylvania. Il a aussi une expertise sans précédent dans différents domaines du droit qui sont plus impressionnants les uns que les autres. Je vous demande d'applaudir Maître Jean Baudouin l'Allemand, avocat chez Avens Avocats et Lehman Associés. Alors, place maintenant aux joutes oratoires. Quoique, je crois avoir tout dit. Quoique, may the best win. Et souvenez-vous, à la fin, il n'en restera plus qu'un et la sentence est irrévocable. Alors, j'appelle à la barre, virtuelle bien évidemment, vous le concevrez, Madame Raphaël Billon pour la partie pour de son sujet et Madame Ambre Schindler pour la partie contre de son sujet. Le sujet étant, faut-il supprimer le Premier ministre en France? Dès à présent, vous avez la parole pendant 10 minutes, Madame Billon. Je vous remercie, Madame Billon. Madame Schindler, contre, c'est à vous. Vous avez 10 minutes. Mesdames, Messieurs, les membres du jury,
j'ai le plaisir de vous adresser ces mots aujourd'hui pour défendre mon client, Monsieur Jean Castex, qui est menacé de perdre son emploi suite à ce procès. Tous autant que nous sommes, nous devons réaliser l'enjeu que représente la suppression d'un tel poste et l'absurdité d'une telle hypothèse. Tout d'abord, à qui devons-nous cette question polémique? Eh bien oui, c'est à notre cher ex-président François Hollande, qui s'est probablement senti menacé par trop de charisme autour de lui. Mais là n'est pas la question. Le Premier ministre existe dans plus de 40 pays dans le monde, sous des appellations différentes certes, mais pour jouer un rôle et exercer une fonction exécutive de manière plus ou moins égale. Et nous, les Français, nous voudrions la supprimer. Étonnant. Si vous me le permettez, j'aimerais donc vous prouver qu'une telle décision serait une grande erreur, par des faits sans appel. C'est un chef d'équipe qui dirige son conseil des ministres et y est rattaché, de telle sorte que s'il démissionne, il entraîne la chute du gouvernement avec lui, et il est particulièrement osé de reléguer le Premier ministre à un figurant sans aucune influence que l'on pourrait supprimer sans aucun bouleversement. Si le président est le chef des armées et l'arbitre du fonctionnement des institutions, le réel fonctionnement de la machine institutionnelle et administrative dépend du gouvernement au moyen de l'armée, comme le précise l'article 20, alinéa 1 et 2 de notre Constitution. C'est donc à Matignon et non à l'Élysée que bat le cœur administratif du régime. Ma consoeur vous dira que le président est devenu omniprésent, qu'il laisse le Premier ministre comme un rôle de commentateur ou de perroquet du pouvoir, ou de chien de l'Élysée. Je vous dirai tout simplement que si le président est indéniablement celui qui a le dernier mot, car il est le pouvoir supérieur exécutif, irions-nous jusqu'à dire et jusqu'à nier l'influence du Premier ministre dans ses décisions, autant dans l'initiative, à l'article 39, que dans l'acceptation par le contreseing, à l'article 19 de notre Constitution. Ne l'oublions pas, par ce contreseing, le président est un enfant irresponsable de ses actes, qui a besoin du Premier ministre pour assurer ses arrières et signer son cahier de correspondance pour être crédible. Comment oserions-nous croire à l'inutilité du Premier ministre et envisager la suppression de ce rôle? Je vous le demande. S'il est possible aussi d'argumenter l'aggravement de la politique par le Premier ministre, je n'en dirai pas moins que même si cela était le cas, le président a la possibilité de conserver son image et son prestige en mettant le Premier ministre sur un siège éjectable. Celui-ci est un fusible qui est grillé par le président comme une sorte de carte d'immunité pour rester au pouvoir. Il me semble que le Premier ministre a assez de responsabilités à sa charge pour bénéficier d'un minimum de reconnaissance sur son rôle au sein de la République. Il est, je peux me permettre de le dire, le méchant flic pour assurer l'image du gentil flic. Même en cas de cohabitation. Même dans ce cas-là. Alors que la partie adverse pourrait argumenter qu'un total désaccord des bords politiques à la tête exécutive entraînerait une déstabilisation générale. Certes, le Premier ministre est encore celui qui ferait le lien entre le président et le pouvoir législatif qui le soutient, qui soutient son gouvernement. Il n'a donc encore aucun intérêt à changer cela. Venons-en maintenant à envisager les conséquences de ce que ma consoeur demande. Pas de Premier ministre, pas de contreseing. Ce qui reviendrait à approuver un président autoritaire, responsable devant les assemblées, qui prendrait donc à la place du Premier ministre les décisions les plus courageuses, les plus risquées et susceptibles d'aboutir à un échec de la politique gouvernementale et une défiance parlementaire. Il devrait donc en assumer les conséquences à la place des ministres et du gouvernement et du Premier ministre face à l'opinion publique et en être probablement destitué, alors même qu'il avait gagné sa légitimité au suffrage universel direct. N'était-il pas plus judicieux de laisser cette fonction à quelqu'un qui n'est pas choisi par le peuple et élu? C'est ce en quoi vous nous demandez d'avancer. Je vous laisse imaginer l'affaiblissement de l'État si chaque président devait donc rendre compte de chaque acte et parfois être destitué. Le régime ressemblerait à celui des États-Unis, qui n'a aucun rapport avec le fait que c'est la première puissance économique mondiale, on parle de politique. Le président et le Premier ministre sont réellement un couple, une paire complémentaire, qui agit dans les mêmes intérêts. Ils agissent dans les mêmes intérêts. Ils ne peuvent pas être utilisés. Le Premier ministre ne peut être utilisé comme une marionnette s'il agit dans le même sens. Bien évidemment qu'il ira dans le sens du président. C'est un conciliateur.
Ce qui, justement, se couple, une paire complémentaire qui, justement, agira dans les mêmes intérêts et traversera probablement des crises, effectivement, qui aboutira à un divorce, c'est-à-dire à la démission d'un Premier ministre. En outre, avez-vous songé à un tel changement des institutions et des pouvoirs à remanier après cette suppression? Rappelons-le, le Premier ministre n'a officiellement que très peu d'articles de la Constitution qui lui sont directement destinés. Je parle bien du titre 3, articles 20, 21, 22 et 23 de la Constitution. Mais il est cité dans de nombreux autres titres et articles de la Constitution en relation avec toutes les institutions de près ou de loin. Les articles 39, 40, 41, 44, 45 peuvent être cités concernant les interférences du Premier ministre et du gouvernement dans la procédure législative. Et bien d'autres. Les réformes constitutionnelles seraient un terminal d'autant plus inutile qu'il n'est pas nécessaire ni intelligent de supprimer ce rôle. Je voudrais donc citer les paroles d'un ancien Premier ministre, M. Jacques Chaban-Delmas, qui a été Premier ministre sous Georges Pompidou entre 69 et 72. Il a dit que le président s'occupe de la France et que le Premier ministre s'occupe des Français. Mesdames et messieurs, j'adhère tout à fait à ce jugement. Le Premier ministre ne fait pas d'ombre au président et n'est pas non plus son chien. Il agit dans l'ombre en laissant ainsi le président être le symbole de l'unité nationale. C'est la seule raison pour laquelle il est aussi conciliateur. Les deux têtes de l'exécutif sont nécessaires. Autrement, nous allons vers un régime présidentialiste qui n'est pas possible autrement qu'aux États-Unis. Car, encore une fois, il n'a aucun rapport avec la politique économique du pays. Mesdames, Messieurs, les membres du jury, je vous poserai une dernière question. Seriez-vous prêts à dire adieu à la Ve République? Car je vous le dis, supprimer le président, le Premier ministre, reviendrait à mettre un point à la Constitution de 1958 pour en réécrire une nouvelle. Et le poste de M. Jean Castex actuellement est clairement la clé de voûte de notre République. Et je vous le demande, ne prenez pas cette décision pour le bien du peuple français et l'harmonie institutionnelle française que nous avons enfin réussi à trouver avec cette 5e Constitution. Je reviendrai une dernière fois sur certains propos de ma consoeur, selon laquelle le Premier ministre est docile. Il n'est pas docile. Il souhaite le même but. Il veut atteindre le même but que le président. Il veut atteindre le même but, il est conciliateur. Il ne souhaite pas aller à l'encontre. Ils sont le même pouvoir. Ils ne font qu'un. Et la fonction n'est pas bancale, elle est simplement nécessaire pour assurer la non-destitution du président. En cas d'échec du gouvernement, le président, la tête de la France et la représentation de la France ne sera pas touchée autant si le gouvernement et le Premier ministre s'en vont que si le président est destitué, comme vous l'avez dit, tous les 3 ans ou je ne sais quoi. C'est nécessaire. Le Premier ministre est nécessaire à notre République. Merci. Je vous remercie, Madame Schindler. Et on va appeler notre deuxième duo, Monsieur Edgar Berthellier et Madame Marie Chénier, avec Monsieur Berthellier en pour et Madame Chénier en contre pour le sujet « Une démocratie peut-elle être illibérale ?» Monsieur Berthellier, vous avez 10 minutes pour nous convaincre. Parmi les pays qui se trouvent à mi-chemin entre la dictature avérée et la démocratie consolidée, 50% font mieux en matière de liberté politique qu'en matière de liberté civile. Farid Zakaria, dans son article The Rise of Illiberal Democracy, je pense que je peux m'abstenir de traduire le titre, explique que la moitié des pays en voie de démocratisation dans le monde sont aujourd'hui des démocraties illibérales. Honorables membres du jury, nous sommes dans notre plein droit d'exprimer notre incompréhension face à de telles affirmations. Et Madame Pégorier argumenterait certainement que de tels pourcentages sortent tout droit de sites internet frauduleux dont les sources viennent sans doute de Wikipédia. Comment peut-on oser associer les mots démocratie et illibéral dans la même phrase? La démocratie n'est-elle pas par définition une idéologie politique qui fonctionne selon les principes du libéralisme? N'est-ce pas là plutôt un oxymore vicieux donné par un jury aveuglé par son envie de voir
des élèves de première année se tordent le cerveau autour d'un sujet sans sens réel. Comme ma camarade s'efforcera de le démontrer prochainement, la démocratie est intrinsèquement liée à la garantie des libertés individuelles pluralistes, basées sur le système universel et l'économie capitaliste, régie par notre très chère loi du marché. Alors comment la concevoir détachée de telles conceptions? On trouve paradoxalement les réponses à ces questions dans les systèmes démocratiques libéraux. En effet, une démocratie illibérale naît dans un berceau bordé par des idées comme la séparation du pouvoir et le respect des libertés individuelles. Mais elle ne s'en détache de la même manière qu'un adolescent cherche à se défaire des dogmes qui l'ont vu naître. Je vous ai alors apporté le mot du journaliste américain afin de mettre en avant la présence difficilement discutable d'une dégénérescence de la conception démocratique, appliquée de nos jours dans certains États. C'est avec logique que j'affirme, et d'après les propos de M. Zakaria, que le développement de telles démocraties vient du fait que la mise en place d'élections libres dans des pays qui étaient encore des régimes autoritaires, comme la Tunisie, le Maroc ou l'Égypte. En d'autres termes, les dirigeants élus par la bonne conception démocratique ne respectent pas les limites de l'état de droit. Dans la démocratie illibérale, on comprend donc que des gouvernements, élus démocratiquement, ignorent les limites constitutionnelles de leur pouvoir et tendent à déposséder les citoyens de leurs droits et libertés. La notion illibérale n'est pas une notion nouvelle qui serait arrivée avec la montée des courants populistes dans l'Europe. En effet, de Tocqueville, dans La démocratie en Amérique de 1835, refuse catégoriquement le contrat social de Rousseau et dénonce les dérives graves de la démocratie, la tyrannie de la majorité sur la minorité, portée par le conformisme intellectuel. Il se base sur la critique des monarques qui détenaient la totalité du pouvoir et la confronte avec l'idée qu'une majorité de personnes peut tout à fait faire la même chose. La démocratie n'est pas forcément utilisée à bon escient dans tous les cas. Il souligne alors que la mauvaise utilisation d'un principe propre à la démocratie, je parle ici de la majorité pour ceux qui ne suivent pas après ces longues journées, est alors possible dans ce système. Considérer qu'un État démocratique ne peut être illibéral serait fermer les yeux sur le problème majeur qui est présent dans toutes les jeunes démocraties, sans longue tradition libérale. Dans des exemples plus concrets, Eltsine en Russie ou Menem en Argentine gouvernaient par décret présidentiel, outrepassant les pouvoirs de leur parlement. La perte des libertés individuelles s'imposait en Iran à travers son parlement, bien que son accession au pouvoir résultait d'élections discutables. Plus actuellement, c'est en Europe centrale que l'on trouve les présences les plus vives de démocratie illibérale. La non-démocratie libérale, c'est terminé. Quelle journée, quelle journée, quelle journée. C'est avec une éloquence digne des plus grands discours de Charles de Gaulle que le Premier ministre hongrois Viktor Orbán s'exprime au lendemain de la victoire électorale du président préféré des magasins de lotion autobronzante, j'ai nommé Donald Trump. Il considère son accession au pouvoir comme une délivrance face aux contraintes de l'Union européenne et du politiquement correct. C'est un véritable sentiment de liberté qui s'empare de Orbán, car cela lui permet d'établir une nouvelle forme de démocratie. Sa critique de la démocratie libérale repose sur sa conception de ce qu'elle est. Il la définit comme une oligarchie aux mains de technocrates animés par une idéologie mondialiste et multiculturaliste. Il se voit alors comme l'acteur majeur d'une démocratie soutenue par le peuple réel, celui des délaissés de la mondialisation, attachés à leurs traditions et à leur culture. Son homologue polonais, Jarosław Kaczyński, désigne les institutions européennes comme des obstacles à la souveraineté populaire de son peuple, et donc logiquement s'y oppose, en les considérant comme des acteurs néfastes à sa démocratie. Avec une telle vision, on pourrait penser que les deux compères sont arrivés au pouvoir par la force. Mais que nenni! Orbán et Kaczynski sont tous deux des figures élues dans les règles classiques de la démocratie. Ils ont chacun mis en place des lois, des réformes, dans le respect des institutions établies, et elles viennent porter atteinte aux principes considérés comme occidentaux. Orbán, à son arrivée, a réduit l'indépendance des médias et s'est assuré de la docilité de la Cour constitutionnelle. De plus, il fait rédiger une nouvelle constitution et fait adopter quelques 600 nouvelles lois. Il se caractérise alors comme des États non libéraux, qui cependant limitent la souveraineté du peuple par de constants freinages et contrepoids du pouvoir. Il serait impensable de rejeter la démocratie libérale car elle n'est que le résultat d'une utilisation des règles démocratiques, bien que peu conventionnellement utilisées. Pour citer une dernière fois Zakaria, la démocratie libérale occidentale pourrait s'avérer ne pas être le terminus de l'itinéraire démocratique, mais seulement une sortie parmi plusieurs autres possibles. La démocratie possède en son sein la notion libérale au même titre que la notion illibérale. Vouloir croire l'inverse serait illusoire.
Au même titre que de penser que les étudiants français à Essex ont tous un rythme de sommeil réparateur d'au moins 8 heures par nuit et qu'ils adorent passer des soirées endiablées à travailler au centre d'études Silberad, masque sur le nez. La démocratie n'a pas rendu les hommes meilleurs. Il y a alors forcément des personnes qui l'utilisent à leurs fins personnelles ou dans un but différent des valeurs considérées comme morales par les systèmes occidentaux. La démocratie n'est pas la solution face aux abus du pouvoir. La démocratie est, comme a dit Churchill, et vous l'attendiez tous, le pire système de gouvernement, à l'exception de tous les autres, qui ont pu être exprimés dans l'histoire. Il ne faut donc pas avoir une conception trop idéaliste de ce système, puisque malgré l'idée glorifiée qu'on pourrait avoir de ce concept, il permet de garantir les libertés individuelles, autant qu'il laisse l'établissement des systèmes répressifs des minorités. La démocratie doit alors se rendre à l'évidence qu'elle est autant libérale qu'illibérale, de la même manière que la rose comporte une fleur et des épines, ou que la pomme a sa chair et son cyanure. Nous pouvons toujours nous opposer moralement au système de Orban et de Kaczynski en nous basant sur la conception de ce qui devrait être une démocratie. Nous pouvons débattre, minute après minute, autour de futiles définitions et points de vue. Cependant, nous ne pouvons pas défaire ces systèmes à la notion de démocratie. L'exercice de la souveraineté populaire se préoccupe seulement de la liberté d'expression et des choix de la majorité. Peu importe si moralement les décisions qui en découlent sont reprochables ou différentes de nos conceptions occidentales. La démocratie n'engage en aucun cas la nécessité d'avoir un régime éthiquement correct. Tant que son gouvernement est par le peuple et qu'il possède de manière égalitaire un droit de participation, la démocratie peut être illibérale. Pour conclure, je citerai Didier Nieunner, qui exprime que cet inconfort moral est le prix à payer de notre attachement pour la démocratie. Merci pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, Monsieur Berthelier. Madame Chénier, à vous, vous avez 10 minutes. Honorable membre du jury, aujourd'hui, on me pose la question de savoir si une démocratie peut être illibérale. Pour ma part, j'ai eu la chance de grandir, de naître, de m'épanouir dans une société qui, même si elle a bien des défauts, garantit les droits et les libertés de chacun. Alors, au fond, est-ce que ce n'est pas cela le but d'une société? N'est-il pas le but d'une société n'est-il pas de permettre à ses citoyens de s'épanouir? Je m'ose à espérer que oui, bien que la réalité le contredise. La démocratie, comme l'appréciait Churchill, est le pire des régimes à l'exception des autres. En effet, si elle n'a pas la prétention d'être parfaite, elle représente cependant un régime dans lequel le pouvoir est donné au peuple. Et quoi de plus beau, quoi de plus important que la liberté de choisir? Car c'est cela la démocratie, la liberté de choisir ses gouvernants, par des élections, voire même de pouvoir en devenir un soi-même. Contrairement aux autres régimes tels que la monarchie, l'oligarchie ou encore la tyrannie, ici, ce n'est pas un seul individu ou un groupe restreint d'individus qui a le pouvoir, c'est les citoyens, la population dans son ensemble. De la formule de Louis XIV, l'État, c'est moi, on passe alors à la devise, l'État, c'est nous. C'est cette souveraineté populaire qui est au cœur de toutes les démocraties. Comme l'a définissait Lincoln, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Elle repose sur le pluralisme des formations politiques, sans lequel il n'y aurait pas de choix, et donc pas de réelle démocratie. On parle d'ailleurs souvent de démocratie pluraliste. Ce régime politique repose sur le principe majoritaire. Ainsi, le ou les partis obtenant le plus de voix vont être amenés à gouverner. Généralement, la démocratie est associée à l'état de droit. On mentionne aussi beaucoup la notion de démocratie libérale. Le terme libéral est emprunté au latin, qui pour une langue morte est quand même très très présent chez nous, au terme latin liberalis, lui-même dérivé du mot liber, signifiant homme libre. Ce terme a différentes définitions selon le contexte dans lequel on l'utilise. Ici, nous le définirons donc dans le cadre d'une idée libérale, qui est donc une idée favorable aux libertés individuelles, à la liberté de penser, ainsi qu'à la liberté politique, en somme, favorable à toutes les libertés. J'aimerais qu'on prenne un temps tout d'abord pour s'interroger du coup sur cette idée de liberté. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen énonce, en écho au contrat social, les hommes naissent libres. D'accord, mais qu'est-ce qu'être libre?
Elle établit alors, dans son article 4, que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. On peut alors dire que la liberté, c'est le droit d'agir selon nos envies, tant que l'on n'interfère pas sur la liberté d'autrui. Ainsi, selon la conception libérale, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Cette liberté individuelle se doit d'être protégée. Et comme l'indique dès son premier titre la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'article 5, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Cependant, revenons ici au cœur de notre sujet. Une démocratie peut-elle être illibérale? C'est l'Américain d'origine Fareed Zakaria, dont vous a parlé mon cher camarade, qui a introduit au début du siècle la notion de démocratie illibérale. En français, le terme illibéral n'existe pas, il a été inventé et il sert d'antonyme au terme libéral en s'inspirant du mot anglais, c'est anglais, illiberal. Aujourd'hui, je souhaiterais me pencher avec vous sur cette notion de démocratie, qui, à mes yeux, ne peut être séparée de l'idée de liberté. Car la démocratie est à l'origine un instrument de la liberté, du libéralisme. Mais cela signifie donc que la liberté est un des fondements de la démocratie. Et comme les gènes que nous ont transmis nos parents circulent dans notre sang et dans notre corps, les gènes de la liberté coulent dans les veines de la démocratie. Ouais, c'est mon petit côté scientifique. Ainsi, l'idée d'une démocratie illibérale est vide de sens. Alors, commençons par le commencement. Car, comme pour apprendre à connaître quelqu'un, on lui pose des questions sur sa vie, ses origines, ses études, bref, les événements qui l'ont amené à être la personne qu'il est aujourd'hui. Moi, je vous emmène à la rencontre de la démocratie. Tout d'abord, les premières idées et fonctionnements quelque peu démocratiques sont apparus durant l'Antiquité gréco-romaine. Puis, c'est durant le XVIIIe siècle que la pensée libérale se construit, se propage sous l'impulsion des philosophes des Lumières. Cette pensée s'oppose à l'absolutisme. Elle met en avant une réflexion politique, scientifique, un esprit critique et promeut la démocratie. Et en illustration de l'effet papillon, de cette pensée libérale a découlé des révolutions. Ces révolutions ont eu un impact non seulement national, mais international. La Révolution française de 1789 a notamment eu comme héritage la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aujourd'hui très présente et qu'on retrouve dans beaucoup de constitutions. D'ailleurs, elle fait partie, toujours aujourd'hui, du préambule de la Constitution et a du coup valeur constitutionnelle. Donc, elle a eu comme héritage la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est un symbole des droits et des libertés, et également une nouvelle constitution instaurant la souveraineté nationale et la séparation des pouvoirs. Mais cette idéologie révolutionnaire rejette complètement la monarchie absolue. Dans les différentes tentatives de systèmes politiques qui ont ensuite découlé, c'est la démocratie qui a été retenue, car c'est le système le plus légitime pour exercer la liberté et le libéralisme. En effet, quoi de plus libéral que de pouvoir soi-même choisir ses représentants? Ainsi, de son berceau libéral et révolutionnaire du XVIIIe siècle, la démocratie est arrivée à son avènement après la Seconde Guerre mondiale, depuis laquelle elle est globalement considérée comme le régime idéal. Ce régime est considéré comme idéal car il donne de nouveaux droits, de nouveaux pouvoirs au peuple, le droit de vote. Et comme l'histoire a pu nous le montrer, le droit de vote est un élément clé dans la recherche de liberté. En effet, il constitue un combat, ô combien crucial pour les minorités, les oppressés, les laissés pour compte de la société. Car pour eux, c'est le moyen d'obtenir légalement des droits, d'être reconnus légalement. Car c'est grâce à ce droit de vote qu'ils peuvent faire changer les choses. On a d'ailleurs pu observer que, par exemple, pendant l'émancipation de la femme, avec les suffragettes au Royaume-Uni, le droit de vote était un élément clé. Ou alors encore, contre la ségrégation des Noirs aux États-Unis, toujours, le droit de vote était un des combats principaux.
Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Que la démocratie sert à établir la liberté et l'égalité. Je pense avoir déjà développé ce principe. Mais ainsi, on voit que la liberté ne peut s'atteindre que par la démocratie. Et celle-ci a d'ailleurs été développée uniquement dans le but d'atteindre l'égalité et la liberté pour tous. Alors, quand Fareed Zakaria évoque une démocratie illibérale et énonce que la démocratie et le libéralisme constitutionnel sont deux entités différentes, je dis non. Non, car le libéralisme, pour être optimal, doit passer par la démocratie. Non, car la démocratie, dans ses fondements même, est libérale. Non, car la démocratie, ce n'est pas juste un régime politique. C'est bien plus que ça. C'est des valeurs, des idées, une idéologie. Après tout, on ne considère pas une personne uniquement à son enveloppe charnelle, du moins je l'espère. Donc, on ne considère pas une personne uniquement à son enveloppe charnelle. On la considère pour ses idées, ses valeurs, ses principes. Alors pourquoi réduire la démocratie à un simple système politique, à un simple fait de faire des élections? Car non, ce n'est pas ça. C'est tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'elle représente et tout ce qu'elle amène avec elle. Ainsi, comme le conclut lui-même Fareed Zakaria, la démocratie, sans le libéralisme constitutionnel, n'est pas simplement insuffisante, elle est dangereuse, source d'érosion des libertés, d'abus de pouvoir, de division ethnique et même de guerre. Alors, membres du jury, public, je vous invite aujourd'hui à vous poser la question, non pas de savoir si une démocratie est illibérale, car elle n'est pas faite pour ça. Ce n'est pas pour cela qu'elle a été construite, mais plutôt de savoir quelle signification on veut donner à la démocratie et quand est-ce qu'on souhaite définir quand elle s'arrête et où commence, dans ce cas, un régime plutôt tout. Merci beaucoup. Je vous remercie, Madame Chénier. Monsieur Berthelier, est-ce que vous souhaitez répliquer? Oui, je souhaiterais répliquer brièvement. Alors, je comprends que votre argumentation met en avant la liberté et l'égalité, que les valeurs devraient être plus fortes que certains systèmes. Mais selon moi, votre conception que vous portez à la démocratie, qui est celle de se concentrer du coup seulement sur le point positif, n'est pas utile. Il est nécessaire de s'ouvrir à ce que notre chère démocratie ne peut pas seulement être bonne ou positive. Une vision trop idéaliste ne sert pas la cause, car nous sommes obligés, face à des régimes comme celui qui est présent sous Orban en Hongrie, que ces régimes-là ont produit par leurs écoles et leur système des dirigeants s'opposant catégoriquement à ce que vous avancez. Cependant, ils sont élus démocratiquement dans le système. Merci. Je vous remercie, Monsieur Berthelier. Madame Chénier, vous souhaitez répliquer? Oui, c'est possible. Vous avez une minute. Alors, je pense que ma conception de la démocratie n'est pas simplement idéaliste et effectivement, il existe des régimes tels que celui que vous avez cité, mais est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme démocratique à partir du moment où le chef d'État décide de brimer son peuple? Moi, je pense que non. Je pense que ça ne correspond pas avec la démocratie. Le fait, à partir de là, à partir du moment où il ne respecte plus les libertés, il sort du cadre démocratique. Et d'ailleurs, dans la plupart des États où on voit qu'on pourrait donc qualifier de illibéraux, de démocratie libérale, on voit que généralement, les dirigeants ne respectent pas les constitutions et les règles qui leur ont été imposées. Ce sera tout pour moi. Merci, Madame Chénier. Alors, le troisième duo, et le dernier d'ailleurs, donc Calix Delaprelle contre Sacine Randy-Champrier, sur le sujet « À quoi sert la reine Elisabeth II ?» Monsieur Calix Delaprelle, vous pouvez procéder pour la partie pour. Vous avez 10 minutes. Merci. Never explain, never complain. Ne jamais expliquer, ne jamais se plaindre. Voilà la devise de la reine Victoria, dont la reine Elisabeth II a fait sienne.
Mesdames, Messieurs les jurés, maîtres, Mesdames, Messieurs, chers élèves. Rassurez-vous, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je ne vous demanderai ni d'allumer votre caméra, ni votre micro, mais je demanderai votre attention. En effet, aujourd'hui est un jour à marquer d'une pierre blanche. Aujourd'hui est un jour pour l'histoire. Aujourd'hui est un jour mémorable. Moi, Calix de Laprelle, modeste étudiant de droit en première année et jeune Frenchie débarquant en Angleterre, moi, Calix de Laprelle, ai l'honneur, la chance de défendre, pour première cliente, la reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de ses 15 autres royaumes, Élisabeth II. Il m'a été demandé de discuter de l'utilité de la reine Élisabeth. Mais, mesdames, messieurs, permettez-moi de vous poser une question. Qui sommes-nous pour juger la vie d'Élisabeth Alexandra Marie Windsor? Comment pourrions-nous, ou du moins, comment pourrais-je avoir le culot d'émettre un jugement sur la vie d'autrui? Je m'en sentirais personnellement incapable. Alors, si vous le voulez bien, considérons le statut de la reine en général plutôt que la personne en elle-même. À quoi sert la reine? Elle est tout d'abord, comme son titre l'indique, reine. Elle est aussi la souveraine de 15 autres royaumes du monde du Commonwealth. Elle est chef des armées et peut ainsi déclarer la guerre. Sa Majesté est aussi chef de l'Église anglicane, elle nomme le Premier ministre issu de la majorité parlementaire, elle accepte ou refuse la dissolution du Parlement et peut même s'opposer ou promulguer des lois en son nom. En théorie, la reine influe donc grandement sur la vie politique du pays. Excusez-moi, je vous coupe 2 petites secondes, monsieur de Laprelle. Vous n'avez pas votre caméra. Voilà, c'est bon. Excusez-moi, Pardon, je suis désolée. pardon. Vous Là, ça marche ou pas? Vous l'avez re-enlevé. Ah, j'ai un... Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. D'accord, je suis désolé, j'ai un bug de... Non, je suis désolée. Vous Là, pouvez c'est bon? continuer. Ouais, désolée. Vous pouvez continuer. Pardon. En théorie, la reine influe donc grandement sur la vie politique du pays. Toutefois, vous n'êtes pas sans savoir, et j'espère que je n'apprends à aucun camarade de mes camarades de première année, que la constitution du Royaume-Uni est une constitution dite coutumière, qui repose donc sur la répétition d'une pratique sur une période relativement longue. Ainsi, en réalité, la reine n'a aucun pouvoir, et la reine Élisabeth II met d'ailleurs un point d'honneur à préserver son impartialité politique. Selon la célèbre maxime, la reine règne, mais elle ne gouverne pas. Néanmoins, malgré cette apparente inutilité, il est encore trop tôt pour vous, Satine, et les détracteurs de la reine pour se réjouir. En effet, paradoxalement, c'est parce que la reine ne possède aucun pouvoir et qu'elle n'appartient à aucun parti qu'elle est écoutée et légitimée. C'est une autorité morale et la garante des traditions. Stéphane Bern disait d'ailleurs que la reine d'Angleterre est une sorte de modèle, de figure tutélaire un peu casatrice, comme ma mère. Bien que je ne connaisse pas personnellement la mère de Stéphane Bern, l'assimilation de la reine à une mère me paraît pleine de bon sens. Sa Majesté est à la fois conseillère et arbitre, ce qui la préserve des turbulences politiques. Elle renforce aussi son image de garant des institutions et des traditions, image très appréciée en Grande-Bretagne. D'ailleurs, il s'agit sans doute de son rôle le plus important. En effet, dans le cadre du Brexit, si l'Irlande du Nord venait à quitter le Royaume-Uni, il y aurait un véritable problème juridique. En effet, qu'en serait-il de la place de la reine? Serait-elle encore la souveraine de l'Irlande du Nord? La reine représente aussi l'Angleterre à l'étranger et est un symbole, au même titre que Marianne, mais ici elle est bien vivante. Elle est symbole du rayonnement, du prestige de la Grande-Bretagne aux yeux du monde. Je crois que la définition de la nation, par le philosophe Ernest Renan, dans une conférence à la Sorbonne en 1882, résume parfaitement le rôle d'Élisabeth II. Selon lui, une nation repose à la fois sur un héritage passé, qu'il s'agit d'honorer, et sur la volonté présente de le perpétuer. Voilà donc le vrai rôle de la reine. Honorer l'héritage passé du Royaume-Uni et le perpétuer. C'est d'ailleurs tout le sens de son serment du Cap, diffusé le jour de ses 21 ans. Je déclare devant vous tous que toute ma vie, qu'elle soit longue ou courte,
sera consacrée à votre service et au service de notre grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous. La reine est aussi un exemple pour la nation et sa meilleure ambassadrice. Elle incarne les valeurs de l'Angleterre et représente mieux que personne son pays. En somme, la reine, c'est l'Angleterre. Elle s'immisce dans l'intimité de ses citoyens en offrant par exemple chaque lendemain de Noël un discours personnalisé selon les dernières nouvelles. Récemment, elle a aussi offert un discours pour rassurer ses concitoyens en ces temps difficiles dus au Covid-19. Comme je vous le disais, c'est une vraie mère. Elle rassure ses concitoyens. Elisabeth II est aussi un moyen efficace de relativiser. J'ai une pensée toute particulière pour tous ceux qui se plaignent de réunions à n'en plus finir sur les sujets qui laissent plus qu'à désirer, ou encore pour tous les étudiants de droit qui n'ont plus le courage de regarder les vidéos de droit constitutionnel de Mme Pégorier, bien que je ne remette pas en cause leur qualité. Si la lassitude vous habite, si le découragement est une voisine familière, rappelez-vous toujours qu'Elisabeth II, 94 ans, a déjà mené près de 5000 rendez-vous avec 12 premiers ministres différents, faisant d'elle la dépositaire de 60 ans de pratique politique. Chaque semaine, en effet, la reine effectue un entretien avec le Premier ministre pour se tenir au courant de la vie politique de l'Angleterre. Toutefois, durant ces entretiens, la reine a un droit de veto qui a longtemps été tabou au Royaume-Uni. Ce droit de veto va en effet à l'encontre du rôle admis du monarque constitutionnel sans pouvoir. Néanmoins, c'est sans compter sur le travail acharné du juriste John Kirkup pendant plus d'1 an. Ce dernier a mis en lumière, en évidence, la réelle influence et le réel pouvoir de la reine. Cette dernière a par exemple apposé son veto à un projet de loi de 1999 visant à transférer du monarque au Parlement le pouvoir d'autoriser des frappes militaires en Irak. De même, elle a été appelée à se prononcer sur la loi sur le partenariat d'union civile pour les homosexuels en 2004. Au total, 39 projets de loi ont été soumis à l'approbation royale sous le règne d'Élisabeth II. Autre pouvoir que la reine emploie, la grâce royale, dans les cas d'erreurs judiciaires reconnus. Elle a par exemple gracié Alan Turing en 2013, un fameux mathématicien anglais devenu l'un des héros de la Seconde Guerre mondiale en brisant le code Enigma, un code secret utilisé par les sous-marins allemands dans l'Atlantique. Ce dernier fut condamné en 1952 en raison de son homosexualité pour outrage aux bonnes mœurs et s'est suicidé peu après, disgracié. La reine a donc accordé son pardon à Alan Turing. La reine est donc un symbole, un exemple, un facteur d'unité et une ambassadrice à défaut de posséder de réels pouvoirs. En Angleterre, sa légitimité est incontestable. Elle apporte aussi une stabilité et une continuité à la monarchie anglaise. Un récent sondage en 2019 montre que 70% des Britanniques restent profondément monarchistes. Et la figure préférée des Anglais est celle d'Élisabeth II, même après 67 ans sur le trône, ce qui constitue un record. Alors, mesdames, messieurs les jurés, maîtres, messieurs, mesdames, s'il fallait résumer le rôle et l'utilité vitale de la reine d'Angleterre, je dirais de la citation suivante, extrait de la série The Crown, portant sur Élisabeth II, série que je recommande d'ailleurs. Ne rien faire est souvent la meilleure des solutions, même si l'histoire n'a pas été écrite par des gens qui n'ont rien fait. Néanmoins, n'oublions pas, comme l'a si bien dit Élisabeth II, et je finirai là-dessus, nous ne nous prenons pas trop au sérieux, aucun d'entre nous n'a le monopole de la sagesse. Je vous remercie, Monsieur Delaprelle, et excusez-nous de cette intervention. Madame Renardy-Chambrier, c'est à vous. Vous avez 10 minutes pour nous convaincre. Merci. Maître Lallemand, mesdames et messieurs les membres du jury, cher public, chers contradicteurs, cet après-midi, c'est exténué par une besogne écrasante, les nerfs rompus par des événements personnels, la voix cassée par de constants refroidissements, que je dois remplir ma tâche lourde et écrasante. La cause douteuse dont il est question aujourd'hui est de la plus haute importance. Et c'est honnêtement que je tente d'établir la vérité. Face à mon contradicteur éloquent,
face à mon impuissance. Je n'ai aucun doute quant à votre capacité à établir cette vérité. Élisabeth Alexandra Marie, née le 21 avril 1926, a une fonction peu commune, voire extrêmement rare, sauf dans les contes de fées. Il s'agit de la reine du Royaume-Uni et de la chef du Commonwealth. En tant que chef d'État, elle vit dans plusieurs de ses palais, la plupart du temps à Buckingham Palace. Elle y fait ses devoirs depuis maintenant 68 ans. J'en parlerai peu, c'est une destinée toute tracée depuis 1982. Dans le moule depuis son plus jeune âge, sa vie bascule lorsque son oncle abdique en 1936. Cela brise tout pour elle. Ses rêves d'enfant, ses aspirations, ses projets. Elle va devenir reine. C'est une reine. Son silence s'impose. Elle est neutre, un vrai robot, tout comme Cyril. C'est drôle pour un monarque. Au fil des centenaires, le gros lot, puis plus rien. Un cabinet qui fait tout. Un parlement tout puissant. La monarchie parlementaire à son apogée. Le Succession to the Crown Act de 2013 en est bien une preuve. La reine Elisabeth II n'est que le titulaire nominal des pouvoirs de la couronne. Ce sont les autres institutions qui exercent ces pouvoirs indirectement. Tout n'est que formel. C'est un chef d'État irresponsable. Grâce aux petites boîtes rouges, devrais-je dire aux grosses boîtes rouges, elle sait tout mais ne dit rien, jamais rien. Un sage dont on ne connaîtra jamais le message. À quoi servirait-elle alors? À faire rêver, peut-être. Je suis effectivement d'accord sur ce point avec mon contradicteur. Comparée au Père Noël, elle existe bel et bien. J'espère que vous le saviez. Je plaiderai donc que la reine d'Angleterre Elisabeth II n'est que poussière et illusion. Elle a un rôle facultatif qui s'efface et qui s'effacera au fil du temps. Passons donc maintenant à la confirmation. Tout d'abord, la reine Elisabeth, comme nous l'avons dit, n'a pas de pouvoir en tant que souverain. Elle observe, elle nous regarde, mais ne dit rien. Elle est enfermée dans son palais, son opinion prisonnière de sa gorge serrée. Ensuite, la reine Elisabeth II est un monarque irresponsable. Elle souffle à l'oreille du gouvernement, discrètement. Mais pour nous, elle reste muette. En revanche, chaque geste à l'extérieur de son intimité est calculé. C'est bien dommage pour une seule personne d'avoir autant de pression. Elle a aussi des pouvoirs prérogatifs. Attention, s'il vous plaît. Je parle de des réels pouvoirs prérogatifs. Malheureusement pour elle, ils sont très, très limités. Elle a par exemple le droit d'utiliser des automobiles sans immatriculation. C'est très intéressant. Enfin, les intérêts de la couronne ne sont pas forcément les intérêts du peuple britannique et du peuple anglais. C'est vrai que les Britanniques aiment la reine, mais ils ne la connaissent pas. Elle est enfermée dans son château de Buckingham Palace. Je tiens à préciser ici que The Crown et la plupart des séries Netflix sont certes inspirées de la réalité, mais sont d'abord des fictions. Nous voici donc maintenant dans notre réfutation. La reine d'Angleterre a effectivement le droit d'abdiquer. C'est son droit. Elle peut le faire d'ailleurs. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard, pourquoi elle veut le faire. Elle n'en peut plus de toutes ces années de contraintes qu'elle a vécues. Si longtemps, elle veut sa liberté, enfin. Notre contradicteur pourrait aussi nous dire qu'elle a des fonctions de divertissement, de tourisme. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent en Angleterre pour pouvoir la voir. Je rappelle ici qu'il ne faut pas donc entremêler la réalité et Netflix. Notre contradicteur, donc M. Callis de la presse, nous dira aussi que c'est pour le respect de la tradition de l'identité anglaise que la reine est un symbole. C'est très bien. Mais d'autres choses représentent le royaume anglais, le Royaume-Uni. Westminster Palace, par exemple.
Cela ne veut pas dire qu'on ne respecte pas la reine après toutes ces années de dévouement, non. Cela veut juste dire que le temps passe et que tout a un début et tout a une fin. Regardez par exemple aujourd'hui comment on parle de Louis XIV au collège. Il reste l'étoile qu'il a toujours été. Notre contradicteur nous a aussi dit que les Anglais étaient très attachés à la reine d'Angleterre. Mais je vous rappelle que ce n'est qu'une personne, comme vous, comme moi. J'espère que vous vous rendez compte à quel point cela est injuste au niveau financier. De mettre tant d'argent dans une seule personne que l'on ne connaît même pas, que nous n'avons même pas élue. On pourrait aussi nous dire que c'est la représentation de Dieu sur terre. On peut le supposer. Très bien, je l'accepte. Dans ce cas, un des fils de cette représentation de Dieu sur terre serait Jésus. Je ne sais pas vous, mais je doute fortement que Jésus oserait épouser, enfin, ce serait son choix, mais oserait épouser une star de cinéma. À vrai dire, cher contradicteur, je ne vous comprends pas. J'ai une question simple pour vous, basique. Comment pouvez-vous vouloir contraindre votre propre cliente, la reine Élisabeth II, après plus de 68 ans de règne sans gouverner, presque la durée de la plus longue des républiques françaises, à continuer à faire ses devoirs, et même si ce n'est pas elle, mais un autre ou une autre, l'heure tourne, le temps passe. Je suppose que vous savez tous à quelle vitesse se finissent les tic-tac. Ainsi, maître Lallemand, mesdames et messieurs les membres du jury, cher public, je vous demande deux choses. Premièrement, libérez-la de ce fardeau, de cette prison, de ce cadre dont la reine Élisabeth II ne souhaite que s'échapper. Ensuite, malgré le brio avec lequel il a plaidé et tout le respect que j'ai pour lui, je vous en prie, mesdames et messieurs, sortez mon contradicteur de cette démagogie dont il est lui aussi prisonnier. Car en effet, la fin de la monarchie anglaise est plus qu'un fantasme de professeur de droit. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Chambrier. Monsieur Delaprelle, est-ce que vous souhaitez répliquer? Oui, s'il vous plaît. Vous avez... J'ai 3 points pour vous. Vous nous dites qu'on ne sait rien sur la reine d'Angleterre, qu'on ne la connaît pas, et pourtant vous osez affirmer qu'elle souhaite partir, démissionner. J'aimerais savoir comment est-ce que vous avez eu ces informations, alors que vous affirmez justement durant votre plaidoyer qu'on ne sait rien sur elle. D'autre part, vous parlez de l'aspect financier, que la reine coûte énormément. Je me permettrai de vous citer ces chiffres. En 2017-2018, la reine a dépensé 47,4 millions de pounds, et grâce à ses produits dérivés, elle a fait entrer 76,1 millions de pounds dans les caisses du royaume. Et enfin, je me permettrai d'ajouter que vous dites que la reine d'Angleterre n'est que poussière ou illusion. Tout d'abord, comme je le disais, elle a fait un discours durant cette période difficile pour aider les concitoyens à passer cette étape difficile. Et je crois qu'elle apporte un réel soutien moral aux Britanniques. Et par ailleurs, la reine d'Angleterre, je crois qu'elle fait amplement, comme j'ai dit, la reine d'Angleterre, c'est l'Angleterre. Elle fait entièrement partie du pays. Ça fait partie du soft power de l'Angleterre. Et c'est une figure très importante, voire vitale de l'Angleterre. Je vous remercie, Monsieur Delaprelle. Madame Chambrier, est-ce que vous souhaitez répliquer? Oui, s'il vous plaît. Donc, par rapport à la démission, donc, on ne connaît donc la reine d'Angleterre que par rapport donc aux médias. Donc, ce sont des informations qui sont très calculées et qui sont précisément regardées. Donc, je tiens à vous dire donc que cela se voit dans The Crown lorsqu'ils regardent les articles avant leur publication, Monsieur Calice de la Presse. Ensuite, au niveau de l'aspect financier, effectivement, elle a pu faire entrer de l'argent donc dans son pays, mais dans ces temps difficiles, je pense qu'il faudrait mieux peut-être investir dans quelque chose d'autre, dans quelque chose de nouveau, qui représenterait peut-être une évolution du peuple britannique, seul contre tous,
dans cette monarchie, dans ce système de monarchie parlementaire, enfin presque seul contre tous, pour être exact. Enfin, je vous rappelle que la plupart des discours que la reine d'Angleterre fait sont rédigés par le cabinet et donc son gouvernement. J'ai fini la réplique. Merci beaucoup. Je vous remercie, Madame Chambrier. Alors maintenant, le jury va passer à la délibération. Donc, je vais les mettre dans une breakout room. Mais juste avant, j'aimerais féliciter tous les participants de leur plaidoyer qui étaient vraiment tous très intéressants. Alors, il me semble que le jury... Nous sommes de retour. Un groupe et puis après le vainqueur final, ou la vainqueur finale. Alors, sur le premier groupe, entre Ambre et Raphaël Billon. Ouais, nous avons décidé que c'était Ambre qui avait gagné ce duel. Ouais. En mettant en avant une présence un peu plus pertinente et des arguments aussi qui étaient présents. Sur le deuxième duel entre Edgar et Marie, c'est Marie qui a gagné ce duel. Malgré des fois un ton un petit peu magistral, nous avons trouvé que sur l'ensemble, son discours était plus pertinent. Et enfin, sur le troisième groupe, donner beaucoup de fil à retordre au jury, nous avons décidé, après une longue délibération, un ex-aequo sur ce groupe-là. Il y avait des éléments pertinents dans les deux plaidoiries et on n'a pas souhaité les départager. Ce qui nous donne pour le vainqueur ou la vainqueur finale de cette étape essexoise du concours Horace, le jury, à l'unanimité, a décidé que ce serait Ambre qui représenterait Essex pour la première année. Félicitations. Ouais, félicitations Ambre et à tout le monde parce que c'était vraiment de belles plaidoiries que vous nous avez fait et c'est pour ça qu'on a mis du temps à délibérer également. Exactement. Alors, je vais faire quelques propos avant de tous vous lâcher. Donc, comme a dit Madame Pégourier, bravo à tous les participants. Hein. Je tiens à rappeler que même si vous n'avez pas gagné, vous avez tout de même été plus qu'à la hauteur de nos attentes et vous nous avez surtout impressionnés. Il faut rappeler que vous êtes quand même des L1 et donc d'avoir ce niveau, c'est quand même assez impressionnant. Bravo particulièrement à Ambre, donc, qui va être notre représentante de L1 lors de la demi-finale Horace qui se passera le 12 février 2021. Donc, stay tuned pour les prochaines étapes. Donc, Ambre, vous aurez la chance d'être accompagnée par Monsieur Kingsley Violette, donc un alumni du DD et surtout barrister au College Chambers, qui va vous coacher et vous donner des tips and tricks concernant votre manière de plaider en anglais, car comme on a vu, vous savez très bien plaider en français. Donc, pour finir, merci à tous d'être venus et d'avoir soutenu nos jeunes talents du DD. Nous tenons à remercier particulièrement notre jury qui a pris de son temps et, pour délibérer et surtout vous écouter, et surtout les participants sans qui cette organisation et surtout leur enthousiasme sans faille quant à ce concours n'aurait pas été possible. Donc, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc particulièrement sur Instagram. Donc c'est le username c'est @horace 2020 pardon. Et il me semble avoir tout dit et je vous remercie énormément et très belle fête de fin d'année pour les personnes que je ne reverrai pas d'ici tôt. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Béatrice pour votre organisation. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bon week-end.